dans la littérature professionnelle, eh bien, on entend parler, et si vous consultez un des livres que Jean vous a présenté, vous verrez qu'on parle assez indifféremment de formes scolaires de pratique et de formes de pratique scolaire. Donc, si c'est un terme que l'on rencontre, en tous les cas, il n'existe pas de définition institutionnelle, si ce n'est dans le programme de la voie professionnelle, qui est paru il y a 2 ans, dans lequel explicitement on parle de formes scolaires de pratique et il est rattaché à des modalités de pratique. Donc un terme qui est entendu, mais qui n'a pas de définition à proprement parler. Et pour le coup, je ne cacherai pas que moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans ce terme-là, c'est le placement du S, ce glissement. Pourquoi est-ce qu'on parle à certains moments de formes scolaires de pratique et pourquoi à un certain moment on va parler de formes de pratique scolaire? Est-ce que le fait d'avoir dans un programme disciplinaire bougé le S de place, est-ce que c'est juste, on va dire un hasard mais je n'y crois pas trop, est-ce que c'est pour éviter qu'il y ait une filiation directe qui soit établie entre les travaux du CEDREPT et puis un texte national, ou bien est-ce qu'il y a une volonté plus profonde de mettre l'accent sur une partie, ou en tous les cas une prononciation scolaire, qui devrait se rencontrer de manière plus prégnante dans ce terme-là. Voilà, donc c'est autour de cette question-là, pourquoi le S est-il là où il est, que j'ai organisé mon intervention, en essayant de faire à la fois appel au programme disciplinaire, mais aussi à ce que nous rencontrons dans notre pratique. Voilà. Donc, finalement, le but de cette intervention, c'est de se poser la question de quand on est confronté à une situation, comment est-ce qu'on peut reconnaître ou identifier s'il s'agit d'une forme scolaire de pratique ou pas, et si on a envie de créer des formes scolaires de pratique, eh bien, est-ce qu'on peut trouver une aide à la conception de ces formes scolaires-là? Alors, pour pouvoir contextualiser un petit peu mon intervention, je vous propose de faire comme si nous faisions tous partie d'une grande équipe de PS. Et puis, bien sûr, dans une équipe, chacun d'entre nous a ses conceptions, chacun d'entre nous a ses points de vue. Et au moment de discuter autour d'une situation pour se poser la question de est-ce que ça correspond à une forme scolaire de pratique ou pas, eh bien, il va falloir que l'on discute, que l'on mette en avant ces idées, et puis qu'à un certain moment, on tranche. Et donc, je vous propose de jouer à ce jeu-là, de nous dire qu'on fait tous partie d'une équipe, et puis on nous propose une situation. Et on va discuter. Alors, vous allez, dans un premier temps, me laisser beaucoup la parole. Donc, je vous donnerai largement mon avis, et puis ce sera votre tour d'interréagir pour dire si oui ou non, d'après vous, on peut appeler ça une forme scolaire de pratique ou pas. Donc, je vous propose une situation en badminton. Pardon, je suis allée un peu trop loin. Voilà. Je vous propose une situation en badminton qui est une situation que l'on rencontre assez fréquemment. Donc, les élèves sont répartis en binôme, on va dire plutôt un très expérimenté, un moins expérimenté à l'intérieur du binôme. Ils vont rencontrer un autre binôme sur un terrain, selon un principe de la ronde italienne. Voilà. Donc, un joueur va commencer à rencontrer son adversaire pendant 5 minutes, et puis ce sera son partenaire qui prendra la suite en ayant le score établi par le joueur qui précède. Donc 2 joueurs, un joueur A, un joueur B d'un même binôme, un joueur A, un joueur B d'un autre binôme. Le rapport de force est équilibré entre les 2 joueurs qui vont s'affronter. Les scores sont cumulés et à l'issue des 10 minutes de rencontre, on va dire quelle est l'équipe qui a gagné. Donc vous voyez que sur ce terrain, 3 zones sont déterminées. Une zone un petit peu au fond qui rapporte 100 points, une zone centrale qui rapporte 1 point, une zone plus près du filet qui rapporte 10 points, et dans tout autre cas, c'est-à-dire s'il y a faute de l'adversaire, je marque 1 point. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, le service doit être réglementairement effectué, mais le serveur a le droit de se positionner soit dans le rectangle de droite, soit dans celui de gauche. C'est laissé à son libre choix. On peut dire que bon, c'est une situation qu'on rencontre, que je vois quasiment à tous les niveaux de la scolarité. On peut dire, si on le souhaite, pour la situer plus précisément, ça va être dans une classe de 3e, puisque ça nous permet comme ça d'être un peu sur le collège et un petit peu sur le lycée. Alors, une fois que je vous ai montré cette situation, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme scolaire de pratique ou pas? Dans un premier temps, je vous demandais de me faire confiance et d'écouter tranquillement ce qui fait pour moi qu'une forme de pratique peut être classée comme scolaire ou pas.
Et nous avons élaboré 5 critères ou 5 caractéristiques avec lesquelles je vais passer au crible cette situation de manière à dire si c'est une forme scolaire de pratique ou pas. Et une fois que je vous aurai présenté ces 5 critères-là, je vous expliquerai ce qui fonde ensuite le choix de ces critères. Donc, première chose, est-ce que, premier critère, quand je regarde, quand je prends connaissance de cette situation, est-ce que j'ai le sentiment qu'il y a un réel problème à résoudre? Est-ce qu'il y a une tension qui se pose à l'élève qui fait qu'il faut absolument qu'il transforme ce qu'il est, ce qu'il fait, pour pouvoir résoudre l'obstacle qui lui est posé? Alors, on peut dire que d'un certain point de vue, on est bien dans un cadre qui fait référence à la caractéristique des activités du champ 4. Il y a un affrontement, il y a un match, et ça peut être très motivant pour certains élèves qui vont s'engager dans ce travail-là. Ensuite, quand on regarde l'objectif de cette situation, on se rend compte que le but de l'enseignant, c'est de faire en sorte que les élèves puissent se créer et exploiter des cibles pour pouvoir gagner plus facilement le point. En tous les cas, marquer plus de points que son adversaire. Donc, quand on essaie de voir comment l'élève va s'organiser et va se mobiliser pour résoudre cette situation et puis arriver à l'objectif qui est visé, on se rend compte que finalement, eh bien, c'est peut-être le format de la situation telle qu'il est proposé engage fortement à envoyer le volant au fond du terrain, puisque c'est comme ça que l'élève va marquer des points. Donc, est-ce que l'objectif qui est de laisser à l'élève le choix de trouver une stratégie porteuse, est-ce que cet objectif-là, il ne s'efface pas derrière la nécessité de l'élève pour obéir aux attentes du professeur et donc marquer des 100 points, d'essayer de faire le plus possible de dégager? Donc finalement, on peut se poser la question de est-ce que cette situation, au bout du compte, l'objectif, c'est de mettre l'élève dans une élaboration de stratégie pour vaincre, ou bien est-ce que c'est à l'amener à comprendre que si j'envoie au fond du terrain, eh ben, j'ai plus de chances de marquer le point. Donc, de notre point de vue, on peut dire que cette situation, alors je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, normalement c'est un feu orange qui est allumé. Hein, donc on a le choix entre vert, orange et rouge. Et là, on a décidé d'allumer un petit feu orange, en se disant, ben oui, on est bien dans l'idée du champ d'apprentissage numéro 4, mais est-ce que l'objectif qui est visé est un objectif qui va vraiment porter sur l'élaboration d'une stratégie par l'élève? Donc, nous ne sommes pas complètement convaincus. Deuxième filtre qui nous intéresse, c'est est-ce que la situation offre des choix? Autrement dit, quel est le statut qu'on souhaite attribuer à l'élève? Est-ce qu'on le rend complètement acteur parce qu'il a la possibilité à certains moments de manipuler des éléments ou des paramètres? Alors, à la lecture de la situation, on se rend compte que le moment où l'élève a un choix, eh bien, c'est au moment du service, puisqu'il peut se mettre soit à droite, soit à gauche. Alors, si on peut imaginer que pour des joueurs assez expérimentés, le choix de la zone de service va pouvoir inférer une stratégie particulière, en revanche, il ne me semble pas que pour un joueur, on va dire, de niveau intermédiaire, le choix de l'endroit d'où il va servir va vraiment être un choix qui va être performant pour essayer de marquer le plus de points. Donc, dans cette situation-là, on voit que finalement, même si ce qui est annoncé, c'est qu'on souhaiterait que l'élève élabore une stratégie, elle est nettement et même complètement induite par le format qu'a posé l'enseignant en mettant ces 3 zones. C'est-à-dire qu'une fois de plus, l'élève, eh bien, il va essayer non pas d'envoyer dans une zone de son choix, mais plutôt d'envoyer au fond du terrain. Donc pour nous, là aussi, on allumerait plutôt un feu orange dans la mesure où il y a un choix, mais ce n'est pas un choix qui intervient directement sur le fait que l'élève puisse construire une stratégie ou pas. Puisque finalement, eh ben, c'est la forme attendue par le professeur qui dicte plutôt l'attitude et la construction que va faire l'élève. Troisième filtre, est-ce que cette situation, elle permet à l'élève de comprendre pourquoi il réussit ou il échoue? Donc la question qui est derrière, c'est est-ce que l'élève peut mettre en relation des repères pour pouvoir savoir
à quel moment il réussit et ce que c'est qui le fait réussir. Donc là encore, quand on regarde la situation, on se rend compte que le scorage des zones donne un élément à l'élève. C'est-à-dire qu'en fonction du point qu'il va marquer au fur et à mesure du match, il va se rendre compte si oui ou non il atteint une zone loin sur le terrain, une zone près, qui est un peu plus dangereuse, ou bien une zone qui n'est pas dangereuse du tout. Donc il est clairement renseigné sur le résultat de son action. Mais en quoi, au cours de la situation, on lui permet d'avoir un retour sur la qualité de son choix, sur la pertinence de son choix, ou sur son organisation motrice pour pouvoir marquer de points. C'est-à-dire qu'en fait, il est renseigné sur un aspect, le résultat de son action, mais il n'est pas du tout renseigné sur ce qui fait qu'il a réussi ou pas à marquer le point. Autrement dit, il a une information sur l'effet de son action, mais pas du tout sur l'action en elle-même, pas du tout sur quelque chose qui caractérise l'action. Donc en fait, si on souhaite mettre en relation une cause et un effet, là, l'effet est mis sous la lumière, mais la cause, pas du tout. Donc, là encore, on met un petit feu orange parce qu'on a un indicateur qui porte sur les résultats, mais pas du tout d'indicateur qui porte sur la réalisation. Et enfin, un quatrième paramètre qui est est-ce que l'élève il est renseigné sur l'écart qu'il sépare de l'objectif qui est fixé. C'est-à-dire que est-ce que quand il a fini la situation, est-ce qu'il sait quelque chose de plus que ce qu'il savait avant d'y être plongé? Qu'est-ce que ça lui apprend sur sa capacité à pouvoir élaborer une stratégie pour pouvoir gagner le point? Là, si on se place dans la situation, en fait, on se rend compte qu'à l'issue de la situation, on va avoir un nombre de points. Donc, avec mon binôme sur mon terrain, j'ai marqué 80 points. Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que ça veut dire? Sur le terrain d'à côté, le binôme vainqueur aura marqué 520 points. On a gagné. Leur binôme a gagné, mon binôme a gagné. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle construction est-ce que je peux élaborer autour de ce score? Est-ce que c'est bien d'avoir marqué 80 points? Oui, sûrement, puisque j'ai gagné. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux d'en avoir marqué 520? Ou est-ce que finalement, j'arrive à avoir mis en œuvre une situation qui me permettrait de dire, eh ben oui, je suis en train d'essayer de me rapprocher de quelque chose qui me permettrait d'être pertinent dans mes choix. Et puis, le dernier filtre, donc, vous vous en doutez, un avis mitigé encore. Donc, à nouveau, un petit feu orange. Le dernier filtre qui va nous intéresser, ça va être celui de l'interrelation qui est établie entre les joueurs. Est-ce que cette situation, elle encourage la coopération? Est-ce que dans cette situation, on va avoir plus de solidarité que dans tout autre? Finalement, est-ce que l'élève, il est impliqué dans le petit collectif que constitue le binôme de façon explicite? On peut dire que oui, pour une certaine part, parce que le format de la ronde italienne, ça va même m'obliger, moi, en tant qu'observateur, à aider mon partenaire, parce que je veux que rapidement, il marque des points. Et quand moi, je vais prendre sa suite, eh ben, il va m'aider, parce que soit il veut que je maintienne l'avantage, et donc je continue à marquer, soit il va m'encourager pour que je marque encore plus de points, que j'arrive à rattraper le score. Donc oui, il y a une relation qui s'établit entre les deux joueurs. Est-ce que pour autant, cette relation, elle va réellement permettre à l'un comme à l'autre de pouvoir entrer dans une forme de coopération? Parce que finalement, les joueurs vont peut-être se parler, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ça reste complètement dans l'implicite. Est-ce que le fait de dire à Jean-Yves qui est mon binôme, vas-y, bouge plus, allez c'est bien, on y croit, est-ce que c'est ça qui va lui permettre finalement d'être plus performant dans le choix de ses cibles ou plus performant dans le gain de son jeu? Donc, là encore, on a une communication qui est rendue possible. Donc, les élèves sont mis en situation de communiquer, mais il n'y a pas de façon explicite un objet de communication qui est clairement identifié, comme par exemple, on regarde et on renseigne son camarade sur la qualité de son déplacement ou sur le type de trajectoire qu'il fait.
Donc finalement, là encore, un petit feu orange qui nous fait dire qu'au bout de ces 5 filtres, on a bien affaire à une situation qui est intéressante, qui peut être motivante pour une partie des élèves, qui permet de communiquer et d'être en action en étant en lien avec un partenaire. Elle permet également de se confronter au problème, on va dire, fondamental du champ, qui est d'être dans un rapport de force que je vais chercher à gagner. Mais peut-être qu'on pourrait lui faire gravir quelques échelons supplémentaires pour être vraiment une forme scolaire de pratique. Parce que là, pour l'instant, de mon point de vue, ce n'en est pas une. Alors, vous êtes maintenant tout à fait en droit de dire que finalement, j'ai quand même choisi des indicateurs qui m'arrangent et que c'est pour ça que je peux dire que oui ou non, c'est une forme de pratique scolaire. Donc, je vais essayer de vous expliquer en quoi ces indicateurs, ils sont fondés et pourquoi j'ai choisi cela et pas d'autres. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la forme scolaire de pratique, ce qui interroge, c'est le fait d'avoir décidé, dans ce programme-là particulier de la voie professionnelle, d'avoir mis l'accent sur le mot scolaire, qui a donc opéré un glissement. Ce qui donc nous interroge dans ce terme, c'est bien ce placement de scolaire avec l'idée de se dire que si on a décidé, dans un texte officiel, de mettre la place du scolaire avant celui de la pratique, c'est bien qu'il y a une intention forte. Et que cette intention, c'est peut-être de montrer la nécessité d'inscrire cette forme de pratique particulièrement dans un espace qui est spécifiquement scolaire. Parce que l'école avec un grand E, celle de la République, son but, c'est bien de s'adresser à tous les élèves pour créer des citoyens cultivés qui soient capables de gérer leur vie future et donc de s'adapter aux contextes variés qu'ils rencontrent ou qu'ils rencontreront. Et donc ce terme de scolaire qui est placé en évidence par rapport aux formulations que l'on connaissait auparavant, forcément, elles doivent avoir un sens. Et donc, ça nous interpelle sur comment est-ce qu'on peut qualifier ce que serait une culture scolaire. Qu'est-ce que peut être la culture scolaire? Parce qu'on vient de dire que c'est un élève qui est cultivé physiquement, socialement, éduqué. Qu'est-ce que c'est cette culture? Pour commencer, nous nous sommes basés sur une définition de la culture qu'on appelle une définition savante, parce qu'elle est issue des travaux d'Edgar Morin, et c'est une définition que l'on rencontre très souvent. Par exemple, de Lignaire la cite assez régulièrement. Lorsqu'on parle de culture, on fait assez souvent référence à cette définition-là, parce qu'elle met en avant un caractère de complexité qui fait que sont mêlées à la fois des dimensions patrimoniales, des dimensions historiques, mais aussi des expériences, donc du vécu, l'idée de partage, et puis on rentre vraiment dans une dimension qui est à la fois collective et individuelle. Alors je suis désolée parce que ça doit être écrit en un petit peu petit et vous ne pouvez peut-être pas forcément la décrypter, mais lorsque je vous donnerai le PowerPoint, vous aurez l'occasion de vérifier que les termes que j'ai donnés sont bien présents dans cette définition-là. Donc, si on se base sur cette idée de la culture qu'on définit comme quelque chose qui fait appel à la fois à la dimension collective et individuelle, à la fois à une dimension historique et une dimension de vécu, eh bien, les institutionnels que nous sommes se retrouvent particulièrement bien avec les définitions qui sont données dans le socle commun de culture, de compétences et de connaissances. Ce socle commun, on dit que c'est le programme des programmes. C'est donc lui qui organise tous les textes officiels depuis 2015. Et donc, pourquoi est-ce que les définitions qui sont données dans le socle nous semblent être totalement en phase avec la définition d'Edgar Morin? Eh bien, c'est parce qu'au travers des 5 domaines de formation qui sont cités, on nous dit bien qu'un élève cultivé, c'est un élève qui fait, donc qui est capable de réaliser, c'est un élève qui sait, qui a construit des savoirs, des savoir-faire, c'est un élève qui est, donc qui se confronte au quotidien, qui expérimente, c'est un élève qui ressent, donc qui a des émotions, et c'est un élève
qui peut partager. Donc on voit qu'au travers de ces 5 domaines de formation, finalement on retrouve une belle partie de la définition des éléments qui sont retrouvés, que l'on retrouve dans la définition d'Edgar Morin. Et donc finalement on se rend compte que quand on parle d'une culture scolaire, ce qui va nous réunir et nous animer, c'est qu'on s'adresse bien à un individu dans sa globalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un individu sachant, mais c'est un individu qui sait, qui fait, qui ressent, qui vit, qui s'exprime, et qui donc est pris dans toutes les dimensions de ce qu'il est. Du coup, si on part du principe que ce qui va définir le fond culturel scolaire, c'est la construction d'un individu dans toutes ses dimensions, parler de culture scolaire, c'est vraiment exercer une centration sur l'élève qui apprend. Et donc, ce qui va organiser toute notre définition de la culture scolaire, c'est que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans la vie, dans la tête, dans le corps de l'élève, lorsqu'il est à l'école et qu'il va apprendre. Du coup, ce qui va déterminer tous les choix, les objectifs, tout ce qui est de l'ordre des contenus, des supports d'enseignement, des méthodes, eh bien, ça va être l'élève et ses conduites qui vont être l'objet déterminant. Donc, si on part du principe que la définition de la culture scolaire, elle est vraiment indexée sur la centration sur l'élève qui apprend. Comment est-ce qu'on peut passer de cette définition de l'élève cultivé à l'école à un élève qui serait cultivé en éducation physique et sportive? Si on parle de culture sportive en disant que ce qui anime l'éducation physique, c'est une connaissance de la culture sportive, c'est écrit. Est-ce que cette culture sportive, elle est en phase avec la culture scolaire que l'on vient de définir? Est-ce que finalement, quand on parle de culture sportive pour caractériser ce qui s'enseigne en éducation physique, on ne parle pas plutôt d'une culture qui a été construite pour révéler l'excellence sportive de quelques-uns, et donc qui s'adresse forcément à des élèves qui pourraient présenter des aptitudes particulières ou des appétences particulières. Or, on vient de voir, parce qu'on le sait, que nous, en éducation physique, on s'adresse à tous les élèves, quel que soit leur niveau de départ. Et donc, finalement, dire que la culture sportive serait ce qui caractérise l'éducation physique à l'école ne peut pas être, au regard de la définition qu'on a donnée de la culture scolaire, ne peut pas constituer notre référent. Parce que sinon, cela voudrait dire que notre référent culturel serait basé autour du sport, autour des APSA. Pourtant, tous les textes nous disent que les APSA sont les supports de l'enseignement de l'éducation physique. Ce ne sont pas la fin, ce sont les supports. Donc, je ne cherche pas à enseigner le handball, je cherche à enseigner par le handball. Et donc, si je dis que c'est le sport qui m'anime, eh ben, ça veut dire que je suis un professeur parfois de handball, parfois de badminton, parfois d'acrosport et souvent d'autres choses. Or, parler de cette façon-là, ce serait contraire à ce que l'on met derrière le terme de culture scolaire. Pour le coup, en ce qui nous concerne, il nous semble que le référent scolaire, lorsqu'on est en éducation physique, ce doit être le corps de l'élève qui apprend. Et que donc, quand on va parler d'éducation physique scolaire, en fait, on va la définir plutôt comme étant une culture corporelle ou une culture motrice, qui va être construite par l'élève. Donc, on voit bien que, j'insiste quand même assez fortement là-dessus, on voit bien que le sport, finalement, avec tous ses attributs et toutes les APSA qui en découlent, ne peut pas être le fondement des apprentissages si on part du principe que ce qui nous intéresse, c'est au contraire tout ce qui caractérise la motricité et la conduite motrice de l'élève, au sens que par le bas donne au terme de conduite motrice,
c'est-à-dire une conduite qui est à la fois repérable sur le plan d'une mise en œuvre dans l'action, mais aussi parce que c'est un élève qui a des émotions et qui pense. Donc, si on est d'accord avec cette définition de la culture en éducation physique, forcément, il va falloir qu'on se mette d'accord sur quelques principes. Le premier principe, c'est que ce qui va structurer cette définition, c'est que finalement, il s'agit bien de faire construire à l'élève des connaissances qui permettent à la fois de le mettre en action et qui lui permettent de comprendre ce qu'il est en train de faire quand il fait. Et donc, on ne peut pas exclusivement s'intéresser à la production, on doit s'intéresser à la production et au processus qui est mis en œuvre par l'élève. Donc finalement, ce n'est pas le produit exclusif qui doit être pris en compte, mais à la fois le produit et le processus, sans qu'il y ait de distinguo entre les deux. Un élève s'organise pour faire, et ce qu'il fait va lui permettre de s'organiser. Donc on est bien sûr, là encore, quelque chose qu'on prend dans une globalité de réalisation. Le deuxième point qui me semble important de souligner avec vous, c'est que même si le fond culturel n'est pas un fond sportif, on a des champs d'apprentissage qui organisent notre pensée. Et donc, cette éducation corporelle, elle doit forcément, pour que ça prenne du sens pour l'élève, être ancrée dans un champ d'apprentissage. Mais ça implique aussi qu'on donne une signification à ce qu'est un champ d'apprentissage. Si on se contente de penser, ou si on pense qu'un champ d'apprentissage tel qu'ils ont été déterminés dans les programmes, c'est, on va dire, un grand sac qui cumule différentes APSA, alors forcément, ça ne prend pas beaucoup de sens. En revanche, si l'on pense qu'un champ d'apprentissage possède en lui-même une identité, et parce que l'on va confronter les élèves à des identités de ce champ, ils vont être obligés de se transformer, que ce soit sur le plan moteur, méthodologique ou sur le plan des relations aux autres, alors ça devient plus intéressant. Et donc, quand par exemple je suis dans le champ d'apprentissage numéro 4, ce qui me permet d'associer, sans trop sourciller, du judo, du tennis de table, du volleyball, de l'ultimate, du handball, c'est bien parce que je suis capable de reconnaître que toutes ces APSA, si elles sont dans ce champ, c'est parce qu'elles partagent un même enjeu. Cet enjeu, c'est de permettre à l'élève de s'organiser malgré une pression temporelle qui l'empêche de le faire. Et donc, ce que je vais travailler dans ce champ, quand je décide de le mettre en œuvre avec mes élèves, ça va être comment est-ce que je vais les amener à prendre des informations vite, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui m'empêche de prendre des informations avec mon tempo, qui sera un tempo plutôt confortable. Donc, bien sûr, je dois prendre des informations, mais je dois les prendre très vite. Et donc, ça m'oblige à sélectionner les informations que je vais prendre, parce qu'il y en a qui m'arrivent de tous les côtés. Par mon adversaire, par mes partenaires, par le mobile, par la cible, j'en ai partout. Et ce qui va être difficile, c'est qu'il faut que parmi l'ensemble de ces informations, je sélectionne les quelques-unes qui vont m'être utiles. Ça, on ne le rencontre que dans le champ d'apprentissage numéro 4. Donc, si je veux travailler avec mes élèves sur la prise d'information, j'ai intérêt à le mettre dans ce champ, parce que ça va l'obliger à sortir de sa zone de confort. Même chose en ce qui concerne les coordinations. Je suppose que n'importe qui d'entre nous est capable de très facilement récupérer une balle, dribbler, lancer et viser précisément. Maintenant, quand j'ai des défenseurs qui me courent après ou des partenaires qui me crient dessus, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que là encore, la rapidité, la pression temporelle m'oblige à coordonner mes actions qui fait qu'en fait, il faut que je fasse vite, mais bien. Sinon, je perds. Sinon, je ne suis pas suffisamment précis. Donc, en termes de coordination d'action, je vais avoir toujours ce challenge à remplir qui est faire vite, mais bien. Parce que si je ne fais pas bien, eh ben, je perds la balle, ou je perds le volant, ou je n'arrive pas à placer le coup que je souhaitais placer, parce que je me déséquilibre si je suis en boxe française, par exemple. Donc, vous voyez, ça implique qu'on a un ancrage, et cet ancrage, il ne se fait pas par rapport à un objet qui viendrait de l'extérieur, qui serait le sport, mais plutôt par rapport à des fondements qui seraient autour de la motricité que je vais être obligé de changer, ou, je vous ai donné deux exemples, la prise d'information et la coordination, et je pourrais aussi le faire sur l'aspect réflexif. Je dois absolument élaborer une stratégie pour battre l'autre. Et puis sur l'aspect social aussi, émotionnellement, dans le champ 4, je suis très engagée.
parce qu'à certains moments, je risque d'être, on va dire, perturbée par mes émotions qui font que je suis en train de perdre et que du coup, je vais avoir du mal à rester lucide. Voilà. Donc, j'étais un petit peu longue là-dessus, mais je voulais bien mettre en évidence que parler de culture scolaire et de culture en éducation physique, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne se met pas dans un registre spécifique qui va engager des transformations sur le plan de la motricité. C'est tout le contraire. Et puis le dernier point, le dernier des principes que j'ai noté ici, c'est qu'il faut absolument, au travers de cette éducation corporelle, amener l'élève à sortir de sa zone de confort, à se transformer, à faire bouger ses ressources, à les mobiliser pour qu'il puisse apprendre quelque chose de plus. Et si je ne crée pas un petit obstacle à franchir, eh ben, il n'y a aucune raison pour l'élève de se transformer. Je reste dans ce que je sais faire. Donc, ces différents petits principes-là, tels que je les ai énoncés, vont me permettre de construire dans mes cours au quotidien ce que je souhaite faire pour que mes élèves soient confrontés à une éducation qui soit une éducation motrice ou corporelle. Pour en revenir à notre terme de forme scolaire de pratique, cela implique que quand je vais parler d'une forme scolaire de pratique, donc d'une situation, donc là je redeviens encore plus concrète dans mon discours sur finalement quelle situation je vais pouvoir proposer, eh bien il faut que dans la situation, je respecte ce cheminement-là. Et que donc, dans la situation que je vais proposer, elle puisse s'appuyer sur les besoins des élèves, parce que ça veut dire que je les ai repérés, et que donc j'ai repéré quelque chose qu'il faut absolument qu'ils construisent pour s'améliorer. Ça veut dire aussi qu'elle doit donner donc lieu à des contenus qui soient adaptés pour répondre à ces besoins, et puis que les transformations que je vais choisir vont être des transformations qui vont effectivement permettre à l'élève de gagner en efficacité. Donc finalement, lorsque je parle de formes scolaires de pratique, je me rends compte que ces formes scolaires, elles vont être révélatrices des valeurs, des savoirs et des méthodes que je souhaite faire passer aux élèves. Et finalement, une forme scolaire de pratique, ça va être une expression pratique, une expression concrète de la conception éducative que j'ai. La conception éducative que j'ai de l'élève, la conception éducative que j'ai du support que j'utilise, les valeurs qui m'habitent et le fait que je veuille m'adresser à l'ensemble des élèves et pas simplement à une petite minorité. Et du coup, j'arrive à mes 5 principes, ceux que l'on a vus tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ma situation ait du sens, de manière à ce que les élèves aient une tension à résoudre et que donc ils soient obligés de s'engager dans la situation parce que je cible des connaissances qu'ils doivent construire ou des choses qu'ils doivent apprendre. Et je sais lesquelles, et je les ai ciblées. Et c'est bien, pas encore construire ces connaissances, qu'ils n'arrivent pas à élaborer une stratégie de jeu. Il faut également que le statut de l'élève soit celui de quelqu'un qui construit et pas celui de quelqu'un qui se contente d'appliquer. Parce que sinon, je ne suis plus dans mon idée de processus produit. Je vais rester exclusivement sur un produit. Donc, par exemple, lorsqu'on a une façon de procéder qui est qu'on prend le geste de l'expert, qui était une façon de faire, qui a été, pour moi en tous les cas, le fondement de ce que j'ai appris lorsque j'étais à l'université en formation initiale, c'était qu'en fait, finalement, on prend le geste de l'expert et puis on l'analyse, on le décrypte, on le détaille et on l'adapte à des niveaux différents. Donc on part du principe qu'à un petit niveau, voilà comment on va pouvoir essayer de faire comme le geste de l'expert. À un deuxième niveau, voilà comment on va pouvoir essayer de le faire. Or là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Si on souhaite que ce soit l'élève qui construise, eh bien alors il faut qu'il soit confronté à une situation qui lui permette, et on part sur un autre des principes qui est important, qui lui permette, on l'a dit tout à l'heure, de comprendre, de mettre en relation des éléments qui font qu'il est capable à un moment donné de se dire, si je dispose d'indicateurs qui portent sur les faits et d'indicateurs qui portent sur la cause, alors je peux identifier, je peux réguler, je peux ajuster mon action pour que la manière dont je m'organise produise l'effet que j'ai bien voulu, que j'aimerais produire. Là encore,
puisqu'on parle, le quatrième principe que j'évoquais, qui était celui de la situation, du fait que l'élève puisse se situer, bah, ça renvoie à l'évaluation. Comment je permets à l'élève de pouvoir, soit en cours d'action, réguler au fur et à mesure pour s'ajuster, soit à l'issue de la situation, de pouvoir se dire, je sais faire, je ne sais pas faire, dans quoi je me projette. Et puis la relation aux autres qui nous semble être un élément déterminant dans la mesure où on voit bien que la culture scolaire, eh ben, c'est d'être avec les autres, de pouvoir partager des choses. Donc si je veux faire une forme scolaire de pratique, je ne peux pas m'autoriser à ne pas induire du collectif ou de la volonté de se mettre au service des autres. Sinon je ne suis pas dans une forme scolaire de pratique. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai sélectionné ces 5 principes, ces 5 caractéristiques d'une forme scolaire de pratique, qui fait que si on les utilise pour passer au crible d'une situation, permettent de dire à un moment donné, ben oui, cette situation, c'est une forme scolaire de pratique parce que révélatrice d'une culture scolaire de l'éducation physique et qui est elle-même révélatrice d'une culture scolaire tout